Bonjour à tous. Aujourd'hui, Succès BF reçoit Monsieur Billy Edouard. Il est reconnu pour son sens du management et son expertise en stratégie marketing et développement commercial et restructuration. Il maîtrise les causes de défaillance organisationnelle et commerciale de n'importe quelle entreprise. C'est un véritable couteau suisse, comme on dit, pour avoir exercé dans plusieurs secteurs d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie. Installez-vous confortablement et ne partez pas pour ne rien manquer de cette success story. Alors, Billy Edouard, ici on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe du podcast? C'est bon pour moi. Parfait. Alors, je vais tenter de faire une petite présentation. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, Billy, tu es né en Espagne, à Madrid. Tu es l'avant-dernier d'une fratrie de 5 enfants. Tu es doué, tu es acharné et tu as un caractère bien trempé. Alors, tu es marié, tu es le père strict, hein, mais aimant de 3 enfants. Ton épouse dit de toi que tu es une véritable source d'inspiration. Ça m'a énormément touchée. Ton histoire avec le Burkina, elle commence en 1998. Hein, quand tu arrives à Ouagadougou tout petit, tu ne parlais pas un mot de français. Tu parlais uniquement espagnol, il faut le dire, parce que tu n'avais jamais vécu au Burkina. Alors, ceux qui t'ont connu à l'époque te surnommaient le petit blanc. Et derrière cette taquinerie, il y avait quand même une certaine souffrance, une incompréhension avec laquelle tu allais devoir apprendre à vivre. Alors, moins d'une année après ton installation au Burkina, ton père est à nouveau amené à travailler cette fois-ci en Allemagne. Et pour des raisons familiales, tu vas rester chez un tuteur à Ouagadougou avec le reste de la famille. Alors que le reste de la famille va rejoindre petit à petit l'Allemagne, toi tu continues tranquillement ta scolarité à Ouagadougou. Tu es ce qu'on appelle un bon élève, hein, pour ne pas dire un premier de classe. Donc je pense que ce parcours-là, les gens vont tout de suite comprendre pourquoi. Alors, ce parcours scolaire ne s'est pas fait sans faille, parce qu'on a beau être doué, il y a des surprises dans la vie. Alors, après avoir échoué au bac, tu auras l'impression que ton monde s'effondre. Tu vas pour la première fois faire connaissance avec l'échec. Ça a été quelque chose d'assez dur pour toi. Mais compte tenu de ta personnalité, tu es resté déterminé et tu as continué de poursuivre tes études pour atteindre tes objectifs. Alors, la relation avec ton tuteur s'est arrêtée quand tu avais 14 ans. De ce que j'ai pu apprendre un peu de ma petite enquête, mais tu pourras revenir là-dessus si tu le souhaites. Et donc, à 14 ans, voilà, tu vas rester avec tes frères. Je pense que l'aîné avait à peu près 20 ans, si je ne me trompe pas. À 22 ans, pour des raisons personnelles, tu vas prendre ton indépendance, tu vas quitter le cocon familial et tu vas enchaîner les petits boulots. Tu tournes définitivement une nouvelle page de ta vie et tu fais connaissance avec le vrai toi qui n'a peur de rien. Cette indépendance-là t'a permis de faire connaissance vraiment avec ta personnalité, avec la personne que tu es et de découvrir vraiment tout ton talent, toutes tes compétences. Alors en 2003, tu vas te surpasser en travaillant, je précise, comme valet de chambre à l'hôtel Silmandé et par la suite à l'hôtel Libya. Tu vas mettre en place une activité rentable, hein, parce qu'une activité ne te suffit pas. Tu vas décider de faire venir des voitures de l'Europe, hein, au Ghana, que tu vas commencer petit à petit à commercialiser. Et à côté de ça, tu vas continuer avec ton diplôme de technicien supérieur. En hôtellerie. Et dans le même temps, 2 activités ne te suffisent pas. Tu vas aussi créer un cabinet conseil d'études en hôtellerie en 2008, mais à vérifier avec toi. Ensuite, en plus de tes activités d'hôtellerie, en 2009, pour arrondir les fins du mois, tu vas gérer un box de vente de crédit de communication à l'aéroport. Et ce business-là sera tellement bien organisé que tu auras 3 personnes permanentes qui vont travailler pour toi. Donc, ça te fait quand même 3 activités. Et en plus de ça, tu vas postuler et tu vas être recruté comme conseiller commercial à la Sonar. Une fois de plus, hein, là-bas, tu as su briller, te faire remarquer et ils vont automatiquement t'affecter à Ecobank, toujours pour le compte de la Sonar, mais cette fois-ci pour vraiment valoriser de nouveaux produits qu'ils avaient décidé de lancer sur le marché et ils ont estimé que tu étais la personne qui avait cette capacité vraiment de booster ces nouveaux produits-là sur le marché. Alors, en 2009, tu vas participer à une formation en technique de vente de négociation commerciale organisée par le cabinet Mio. Je pense que je
prononce bien. Et l'organisateur de cette formation va tout de suite avoir une relation particulière avec toi parce qu'il va sentir que tu as ce truc en plus. Et avec ça, il va te recommander auprès de la structure ESOF qui représente les climatiseurs Daikin. Et une fois de plus, c'est dur de te suivre. Tu vas encore exposer les chiffres. Et en 2010, tu vas occuper le poste de directeur d'exploitation que tu vas cumuler, avec aussi le poste de directeur commercial dans un grand hôtel de la place, 3 étoiles. Tu vas travailler avec acharnement, avec rigueur et avec passion. Ça, c'est tout toi. Si je dois te définir, c'est ça. Un ex-employé que j'ai rencontré m'a confié que tu n'hésitais pas à régler toi-même les petits soucis pour vérifier la pertinence. Il m'a dit que tu étais capable de venir vérifier s'il y avait une fuite d'eau avant de faire intervenir un technicien parce que tu voulais vraiment limiter les coûts et t'assurer que chaque prestation était nécessaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, parce que ton passage dans cet hôtel a été remarqué et salué pour ta résilience, ton travail et ta capacité à transformer chaque injustice en moteur. Alors en 2014, maintenant on va aller en 2014, tu as été recruté par BF1, voilà, pour le poste de responsable commercial et marketing et par la suite directeur marketing et business et développement. Ton passage à BF1, je pense, a été un tournant décisif, important pour la chaîne. C'est ma façon, à moi en tout cas, de voir la chose. Il y a eu pas mal de concepts innovants. C'est sûr que c'est un travail de groupe et d'équipe, c'est sûr, mais il y a aussi le lead aussi qui fait qu'il y a certaines idées qui peuvent venir. Il y a pas mal eu de concepts innovants, donc ça c'est incontestable. Et la chaîne a eu vraiment une croissance vraiment assez prouvée. Voilà, il a même été premier média privé à passer à la direction générale des grandes entreprises. Alors, en 2019, tu vas lancer le cabinet Conseil en stratégie marketing solutions pour accompagner les entreprises dans la restructuration organisationnelle pour leur développement et leur croissance. En 2022, tu es élu président de l'association professionnelle des praticiens du marketing et des vendeurs Burkina Marketing. Et en 2023, tu es élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite avec une agrafe jeunesse et sport en reconnaissance de tes nombreuses activités. Alors, ça fait énormément de choses. J'étais même obligée de synthétiser parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Alors, la même année, tu vas intégrer, je pense, le groupe Coris en tant que responsable marketing et communication du groupe en 2024 et tu vas cumuler la fonction de directeur marketing de communication à Afridia Industrie avec pour mission principale de positionner au mieux les jus Malia comme référence au Burkina Faso. On va y revenir là-dessus. Tu pourras nous donner, nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais exactement. Tout ce temps, tu n'as pas arrêté d'étudier parce que, comme je l'avais dit plus tôt, tu es un premier de classe, tu es un bon élève. Et tu vas finaliser ta licence en marketing de vente à HEC avec un master aussi en stratégie marketing à l'ISPP, 3 certificats, un à Marrakech, tu es certifié Google Digital. Oui, c'est assez énorme. Alors aujourd'hui, tu continues encore de bâtir, de transmettre et de croire, parce que pour toi, l'essence de la vie, c'est le partage et la rigueur. J'espère que je ne me suis pas trop trompée dans les dates, parce que c'était difficile quand même. Alors, il faut juste rectifier que je suis revenu au Burkina en 88 et pas en 98. D'accord. J'ai intégré le groupe Coris à travers Coris Invest Group en 2023 plutôt. D'accord. Alors, Billy, comment tu te sens à l'énoncé de ce parcours que je viens d'énoncer? C'est vraiment de moi qu'on parle. C'est de toi. D'accord. C'est exaltant, c'est rassurant. Ça me fait savoir que je suis sur le bon chemin. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités parce que pas mal de personnes ont cru en moi, m'ont accompagné dans ce périple, dans cette histoire, et vont nécessairement développer des attentes à la hauteur de ce parcours-là. Donc c'est à la fois une invite à continuer et à mieux faire. Donc c'est beaucoup de pression. Énormément. En tout cas, waouh,
Mais c'est vrai que quand tu dis que les gens t'ont accompagné, je pense que ça, c'est peut-être parce que tu es un peu humble, l'humilité, mais sinon, en réalité, c'est énormément de travail derrière. Et je pense que c'est vrai que on n'y arrive jamais seul. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui vient nous aider, mais dans le fond, il y a quand même énormément de sacrifices que tu as fait. Tu as pris les bonnes décisions au bon moment. Tu peut-être n'as pas eu de vie hein, pendant un certain temps pour vraiment rester focalisé. Quand je vois tout ce qui a été fait à BF1 par exemple, c'est beaucoup de travail. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter et reconnaître que son travail, c'est vrai, certes, on est toujours un peu accompagné, mais en réalité, c'est un travail personnel. Si, tu fais bien de le dire, c'est beaucoup de discipline, Ouais. beaucoup d'engagement, Mm. beaucoup de sacrifices Mm. et surtout une vision. Mhm. Et une vision pour laquelle il faut poser des actes et pour concourir justement à la réalisation de cette vision-là. Mhm. Beaucoup plus jeune, j'ai joué, je me suis amusé. Seulement, j'ai eu la clairvoyance à un moment donné qu'il fallait se réorganiser et prendre sa vie en main. Okay. Et se projeter vers l'avenir sur ce qu'on voudrait être, pas ce qu'on voudrait avoir, mais ce qu'on voudrait être. Parce que j'ai une notion, on va dire quoi, un peu différente du succès ou de la réalisation de soi. D'accord. C'est quoi la différence entre ce qu'on veut être et ce qu'on veut avoir? Est-ce que les deux ne sont pas liés? J'ai appris à me détacher, Ok. d'une façon générale, du matériel, de tout ce qui est tangible. Pour moi, mon succès ou mon épanouissement viendra de mon élévation personnelle, psychologique et psychique. Ok. Et c'est toujours une occasion, tous les jours qui passent, c'est pour moi une occasion de m'améliorer et de tendre vers cet idéal personnel et individuel. Ok. C'est important pour moi parce que j'estime que de mon élévation, de la tendance à la perfection, j'aurai cette énergie, la force ou les éléments qu'il faut pour impacter au sein de ma vie, mais surtout au sein de la vie de ceux qui sont autour de moi. Parce que ma finalité pour moi, c'est d'offrir. Ça, c'est ma vision. De partager, oui. C'est exact. De partager, de permettre à ceux qui sont autour de moi de passer d'un point A à un point B. Donc, leur tenir la main et les accompagner dans leur progression et leur élévation. Si j'arrive à le faire tous les jours, je saurais vivre de pain et d'eau. D'accord. Alors, tu es le seul hein, à rester à Ouaga, loin de tes parents. Quel a été l'impact de cette solitude? Comment ça t'a forgé? Alors, je rectifie, on est deux qui sommes restés là. Ah, d'accord. Si on est deux, mais il faut dire que, bien sûr, aujourd'hui, de ma position, je dirais que ça n'a pas été facile. Mais dans ma condition d'enfant qui a vécu ces périples-là, vu que je ne savais pas, je ne connaissais pas autre chose que ça, pour moi, c'était normal. Donc, on a essayé tant bien que mal de traverser ces difficultés en se disant que toute chose a une fin, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller de mieux en mieux pour peu que nous posions des actes pour concourir à cela. D'accord, d'accord. Mais ça a quand même dû être difficile, hein, parce que se retrouver seul comme ça, sans ses parents, c'est difficile. Est-ce que je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être là l'origine de ta... C'est peut-être de là que tu puises en fait cette capacité et cette force que tu as pour restructurer les choses, pour organiser les choses, parce que très jeune, tu as su le faire pour toi-même, pour ta vie. Pourtant, tu n'étais pas à un âge d'une certaine maturité, mais tu as su le faire pour toi, rester quand même, faire les bons choix. Donc, je pense que c'est peut-être de là que tu puises en fait vraiment cette vision que tu as pour tout bien restructurer comme il faut. En tout cas, c'est une façon de voir les choses. C'est juste de le dire parce que j'avais pas le choix de toute façon. Il fallait que je m'organise, que j'analyse tous les stimuli extérieurs, tout ce qui était autour de moi,
pour pouvoir m'épanouir. Je suis filiforme, je ne suis pas costaud déjà, donc il fallait que je sois malin pour être le pote de tous ceux qui sont costauds, de sorte à me défendre quand il le faut. Il a fallu que je sois, on va dire quoi, assez smart à l'école pour tout de suite capter et percuter ce qu'on me dit, de sorte à pouvoir le transmettre et progresser. Il a fallu que je maîtrise la notion de la gestion financière, la finance, la discipline, pour que le peu que j'obtenais, j'essaie de l'utiliser à bon escient. Bien géré. Donc, très tôt, il a fallu que j'adopte toute cette discipline-là pour pouvoir en sortir. Je pense que ça paye aujourd'hui. Oui, ça paye. La discipline avant tout. C'est important, à la différence de la motivation. Oui. Alors, lors de notre entretien, tu m'as confié que ton père t'a dit une fois « bats-toi ». Et que ce jour-là, ça a été un choc pour toi. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que très jeune, déjà, je devais avoir 6 ans quand j'étais plus avec mes parents. Donc, et pour un enfant de 6 ans, à un moment donné, tout ce que tu vis, on va dire quoi, de dur, de difficile, tu te dis que c'est juste parce que tes parents ne sont pas avec toi. C'est exact. Et tu guettes ce jour-là, tu vas retrouver tes parents. Et quand tu les retrouves, et que tu exposes ton problème, tes préoccupations, et que ce que tu obtiens comme réponse, c'est « bats-toi pour t'en sortir », tu te rends compte que tu es livré à toi-même, et que bats-toi, quoi. Ouais. Je ne sais pas comment le dire de façon différente, mais c'est quelque chose que j'ai pris, pas de façon négative. Ça m'a juste éclairé, ça m'a juste même fait sur comprendre. le moment, peut-être qu'avec le temps, il y a des choses qu'on peut comprendre avec le temps. Quand on est beaucoup plus jeune, oui, il y a des choses, par exemple, moi aussi, ma mère me disait quand j'étais plus jeune, qui passaient pas sur le moment, mais aujourd'hui, que je suis mariée, j'ai des enfants, je me dis, mais ma mère, elle est extraordinaire, je sais pas comment elle fait. Donc, peut-être sur le moment, c'est un peu difficile. Ou déjà sur le moment, tu avais compris déjà? Mais curieusement, moi, je l'ai pris vraiment bien, de façon faible. Ça m'a fait un choc, c'est clair. Mais ça m'a... j'ai bien pris ça, j'ai juste compris. C'est venu confirmer une analyse empirique que j'avais. Parce que j'avais compris qu'on est seul, on partira seul. Tout ce que nous ressentons, nous le ressentons seul et nous gérons toutes ces émotions seuls en vérité. On a beau avoir des personnes autour de soi qui vont manifester de l'empathie, mais ne vivront jamais ce que vous ressentez de la même façon que vous-même. C'est vrai. Ça, c'est une vérité. C'est une analyse que je m'étais faite et après, je me suis dit, quand on m'a dit ça, j'ai bien compris ça. C'est venu confirmer juste cette philosophie qui disait qu'on est vraiment seul. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour couver ou manifester de la haine ou de l'aigreur. Non, c'est juste être en face de la réalité. Et moi, j'aime bien tout ce qui est clair et réel. J'aime pas les choses cachées. Oui. Rien de flou. Oui. Tant que c'est clair, tu t'adaptes. Quand c'est organisé, c'est clair. Quand il y a du désordre, je suis perdu. Alors, dis-moi, tu es passé de valet de chambre à directeur d'exploitation. Ensuite, à la tête de projets stratégiques dans de grandes entreprises. Qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer aussi rapidement? Qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer aussi rapidement? Je pense c'est le travail. Même si j'estime que ce n'est pas aussi rapide parce que, écoute, j'ai commencé l'activité en tant que valet de chambre en hôtellerie en 2003. Oui, c'est ça. Donc, mon premier contrat de travail date de 2003. Et j'ai fini directeur d'exploitation en 2010. En 2010. Ça a quand même pris, on va dire quoi? 7 ans. 7 ans? Oui, c'est quand même quelque chose. Ok. Mais c'est surtout l'humilité, je pense, l'engagement au travail, et puis surtout le travail et la discipline. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas m'engager à moitié. Et c'est pour cela que
je promets jamais. Je dis jamais je promets. C'est en dehors de mon langage. Parce que je mature toujours les décisions que je prends, je réfléchis. Et quand j'ai envie de le faire, si je te dis oui, c'est oui. J'y vais à fond, quelles qu'en soient les difficultés. La personne même qui m'a confié le projet peut lui-même, cette personne peut elle-même constituer un problème. Et vu que je me suis engagé au départ, j'y vais. Oui, tu vas surpasser le problème. Jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. On s'est accordé. Et pour ça, je me donne tous les moyens. Quand je me dis je me donne tous les moyens, c'est mental, physique et même spirituel. Je travaille, je m'organise, j'identifie mes lacunes, les endroits où j'ai des limites, je renforce mes capacités et j'évolue. Parce que ma plus grande hantise, c'est de ne pas répondre aux attentes d'une sollicitation pour laquelle je me suis engagé. C'est ma plus grande hantise. Oui, oui. Mais derrière, quand même, ce parcours-là, il y a la famille à côté. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu arrives à équilibrer? Parce que ça veut dire que même les heures de descente, c'est difficile. Il n'y a pas d'heure. Tu ne comptes pas. Même à la maison, je me dis que tu dois travailler, tu dois... Et est-ce que tu arrives à mettre en place, je pense que c'est Yannick Boka qui disait des couloirs, où quand il sait qu'il arrive à la maison, il sait qu'il est à la maison et il essaye quand même de prendre un temps. Comment on s'organise? Alors, sur ce point, c'est peut-être là que je pêche beaucoup. Oui. Je l'avoue. Je travaille beaucoup. Quand je suis sur une tâche, je ne me rends pas compte de ce qu'il fait jour ou soir ou nuit ou de que je doive rentrer à la maison. Et d'ailleurs, quand je rentre à la maison, je suis toujours, on va dire quoi, dans ce mood de travail. Difficilement, j'arrive à me détacher. D'accord. On va dire c'est mon épouse qui m'accompagne dans ce sens-là. Elle n'arrête pas de se plaindre et d'attirer mon attention. Je pense qu'elle ne doit pas arrêter parce que s'il s'agit que de moi, je ne veux pas me rendre compte quand est-ce que j'ai fait 48 heures au bureau sans sortir, parce que pour moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Oui. Il y a toujours quelque chose à faire. Au pire, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Oui. Donc, c'est assez difficile, mais je travaille à créer des moments mémorables avec mes enfants, avec mon épouse, ma famille. Je sais ne pas être sérieux, jouer, déconner avec mes enfants. J'ai pratiquement, on va dire quoi, j'ai un adolescent, j'ai un préado et j'ai un tout petit. Donc un de 6 ans, une de 13 ans, un de 18 ans. Donc j'essaie de m'adapter à chacun, de sorte à ce qu'on puisse passer des moments intéressants. Voilà. Des moments de qualité. On peut se permettre de danser, parce que ma fille, elle aime danser. C'est vrai, pourtant quand on te regarde, je ne sais pas danser. On n'a pas l'impression que tu arrives à te lâcher vraiment. Ah bon, en tout cas, je bats ma fille sur certains points. D'accord, ok. Donc, mais je fais ça, c'est ridicule quand je danse, mais elle aime bien. Elle aime bien, oui, ça l'amuse, ouais. Ça me fait rire. Le dernier, on joue à fabriquer des avions en papier, à couper des cartons, à se tirer avec les pistolets à eau, etc. Et avec le premier, on parle déjà business, on parle travail. Donc, souvent, il me suit sur mes conférences, mes masterclass, pour qu'il s'imprègne un peu de ce que je fais, comment ça se fait. C'est un ado comme tous les ados, c'est aussi... voilà, le révolté qui pense savoir tout plus que tout le monde. Mais j'essaie d'obtenir ces moments-là. Et bon, avec mon épouse aussi, on essaie de s'organiser. Donc, voilà. En tout cas, j'ai encore à apprendre dans l'équilibre à apporter entre le milieu professionnel le boulot et la famille. Ouais, c'est difficile. Est-ce que tu arrives à apprendre un peu à tes enfants très tôt comme toi, tu as dû gérer les finances assez tôt, à être assez structuré, ne pas faire de gaspillage, comme ce que tu disais. Est-ce que tu arrives à, comment on appelle ça, je pense que c'est l'éducation financière. Est-ce que tu as commencé avec tes enfants l'éducation financière? Oui, très tôt. Très tôt? Vous savez, tel que je m'exprime à un adulte, c'est de la même façon que je m'exprime avec mes enfants, et ce, depuis qu'ils sont nés. D'accord. En fait, je n'essaie pas d'adapter mon langage à sa condition d'âge. Non.
Ah oui? Je m'exprime comme je m'exprime avec toi. D'accord. Un, pour qu'il il ait un champ lexical beaucoup plus étoffé. Okay. Deux, pour qu'il comprenne la structure d'une argumentation, d'une narration. Trois, pour que tout de suite, il ait un mindset élevé. Ils vont se comporter naturellement comme des enfants. Bien sûr. Mais ils seront à l'aise. Quand ils écoutent, ils entendent des personnes s'exprimer, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ils peuvent capter, comprendre un peu. Ouais. Et toutes les problématiques sociales, je leur explique exactement comme je l'aurais expliqué à un adulte. Je leur dis, c'est bon, pour tel mécanisme de financement, voilà. Économie, ceci, fait ceci ou cela. En fait, j'essaie de ne pas les infantiliser, bien qu'ils soient des enfants. Pas forcément dans les activités, mais dans la réflexion et dans la communication. Donc, cela leur permet justement d'être à un certain niveau de compréhension et de gestion et de management. D'accord. Mais sans arriver clairement à se départir de leurs conditions d'enfant, parce qu'un enfant, un adolescent, il y a des choses dont on ne pourra jamais maîtriser. Oui, ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Ouais. Alors, BF1, tu as marqué l'histoire avec des concepts puissants et une équipe qui a grandi avec toi. Quelle a été la recette de ce succès? Alors, c'est... Dans un premier temps, je dirais ce travail d'équipe. Parce que j'ai cette capacité à pouvoir fédérer les énergies. Même si tu as des velléités ou des clivages à l'endroit d'une personne, je sais faire en sorte que les gens, ils mettent de côté ce clivage, ils font le boulot, et par la suite, ils se battent. C'est difficile de faire ça. Oui. Parce que je sais straight to the point. Vraiment focus sur la tâche à exécuter. Et sans frustrer, mais en faisant appel au potentiel, à la capacité des uns et des autres. D'accord. Donc, il y a des idées qui sont jetées, ça se mature, ça se développe. Il y a toujours, bien sûr, des crocs en jambes, etc. Mais il faut être focus sur l'objectif à atteindre ce que nous souhaitons faire. Et je pense qu'on avait, en tout à BF1, nous avions réussi à créer un égrégore qui nous permettait d'atteindre certains objectifs. Nous n'étions pas forcément les plus nantis financièrement, nous n'étions pas forcément les plus compétents, mais cette volonté qu'on arrivait à créer de pouvoir atteindre un certain niveau, un certain objectif, a permis à l'ensemble de l'équipe d'y arriver. Je pense que ce ne serait pas très honnête de dire que c'est un succès, c'est des créations qui sont personnelles, c'est vraiment un gros travail d'équipe avec une grosse volonté, et malgré tout ce qu'on peut rencontrer en entreprise, comme opposition ou écart. D'accord, d'accord. Est-ce que tu es croyant, tu es catholique, tu as parlé de spiritualité à un moment donné. Quelle est la place de la foi dans ton parcours? Elle est très importante. Vraiment? Si. Parce que moi, j'estime avoir une communication directe avec le Créateur. Ok. Qui, pour moi, va au-delà de la religion. Parfait. Pour moi, il y a la notion de foi et de religion. Moi, j'estime avoir la foi à cette entité supérieure-là qui est à l'origine de toute chose. Et je pense que cette entité nous parle, communique avec nous. À la limite, nous faisons partie intégrante de cette entité-là. D'accord. Donc, pour peu que nous prêtions l'oreille, nous entendrons ses recommandations, ses orientations. Pour moi, tout ce qui nous arrive, qui est interprété en tant qu'humain comme étant mal pour nous, est pour moi une occasion de nous élever dans la perfection. Est-ce que tu penses que c'était prévu comme ça, dès le début? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, est-ce que c'était prévu que, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, on va dire ça comme ça, comme on ne parle pas de religion, mais dans le plan de Dieu, est-ce que tu penses que c'était prévu qu'aujourd'hui tu sois à cette place, à ce niveau de responsabilité? Ou est-ce que tu crois qu'à un moment donné, tu as eu des opportunités d'aller à gauche ou d'aller à droite et tu as pris la bonne décision? Il y a plusieurs cordes, on va dire, dans l'histoire de tout être vivant. Une fois de plus, c'est ma philosophie. Et on emprunte autant de chemins que de décisions que nous prenons. C'est vrai. Dire qu'il y a... que c'était prévu, je ne sais pas. Par contre, je sais que nous sommes dans un chemin global
qui nous mène, en tout cas, à la finalité de l'existence. Je ne dis pas de la vie, mais de l'existence. Donc, je parle de toute la création dans son ensemble. Pas juste de notre condition humaine vivant sur la planète Terre. Parce qu'il y a beaucoup d'astres, nous avons beaucoup de galaxies, nous avons tout un univers. Donc, pour moi, il y a un grand chemin. Et tout le monde joue son rôle. Mais nous allons tous vers la finalité de ce grand chemin. Cela dit, j'estime que de la position où nous sommes, que nous soyons, on va dire quoi, au bas de l'échelle, au sommet, nous avons un rôle à jouer à cet endroit précis. Il faut donc être à l'écoute et être attentif à ce que nous devons faire. Et une fois que nous sommes en phase avec notre mission, la raison pour laquelle nous sommes là, nous nous sentons épanouis, nous réalisons. C'est vrai. Et quand nous allons en opposition de notre mission, vivons de la souffrance, c'est vrai, c'est vrai, de l'amertume et tout ce qui s'ensuit. C'est une bonne façon de voir les choses. Et je trouve que c'est cohérent. J'espère. Alors, tu étais décoré chevalier de l'Ordre du Mérite. Que représente cette reconnaissance pour toi? Ça m'a rendu fier. Ok. Parce que je me suis dit que parmi les 23 millions de Burkinabés, j'existe aussi en tant que Burkinabé. Mais derrière, c'est aussi une reconnaissance de toutes ces activités que j'ai fait dans le domaine du sport, parce que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports avec Agraf Sport. D'accord. Et parce qu'effectivement, j'en fais pas mal dans le sport. Moi-même qui est plus jeune, pratiqué le taekwondo, j'ai compéti en taekwondo. Par la suite, tout ce qu'il y a comme sport, quand j'étais dans mon périple avec BF1, il y a pas mal d'activités sportives comme le marathon des échangeurs que j'ai initié et piloté pendant plusieurs années, plusieurs éditions. Il en est de même pour BF1 Musclor, qui a fait connaître le Caterpillar, qui a été champion du monde l'an dernier en Russie. Super. En haltérophilie, si je ne me trompe pas. J'ai organisé également les Talons du Sable, une compétition de lutte qui rassemblait les grands gagnants de la lutte au Burkina, comme dans un dernier combat entre, on va dire, the best of the best du Burkina. En matière de sport, il y a déjà aussi dans mon quartier, j'organise on va dire quoi, un tournoi de football mais qui s'adresse aux plus âgés. Donc il faut avoir minimum 35 ans pour participer. Donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'organise ça. D'accord. C'est aussi la reconnaissance de toutes ces activités sportives que j'organise, que je diligente, que je mène à bien pour la question de la santé, mais c'est aussi pour la promotion du sport. Je pense que c'est une reconnaissance que j'attribue une fois de plus, pas à moi seul, parce que toutes ces activités, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec les personnes autour de moi, avec des équipes qui ont cru, ou qui n'y croyaient pas, mais qui s'engageaient juste parce que c'est moi qui organisais. Et en tout cas, on a rencontré le succès. Il y a des résultats. Et ben voilà. En tout cas, c'est mérité. C'est mérité. Aujourd'hui, tu es dans un grand groupe. Hein, tu es responsable marketing. Mais avant de te poser cette question, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand on écoute un peu ton parcours, on se rend compte que souvent, tu décides de démissionner. À quel moment tu sais que c'est le moment de partir? Et ça, c'est une question que je pose pour moi-même. Parce que je pense c'est la question que tout employé se pose à un moment donné. À quel moment il faut partir? Surtout qu'on sait que avoir du boulot, c'est difficile. Mais à un moment donné, on sent qu'on fait du surplace. Mais en même temps, il y a le salaire qui est là. À quel moment? Et j'ai l'impression que quand tu ne pars pas, bizarrement, Dieu n'ouvre pas les voies. Et si tu pars aussi, c'est assez risqué. Donc, j'aimerais bien avoir ton analyse là-dessus. J'aime bien le dernier mot, la notion de risque. Oui. L'histoire de la vie, c'est l'histoire de la prise de risque. Même quand on a une famille. Parce que quand tu te réveilles le matin et que tu sors, tu as 90% de chances de faire un accident. Mais ça ne t'empêche pas de sortir. C'est vrai.
Bien, donc on est d'accord là-dessus. L'histoire de la vie, c'est une histoire de prise de risque. Et pour revenir sur la question qui est posée, à quel moment il faut... à quel moment on sent que c'est là où il faut partir. Si. Comme je dis, moi j'écoute beaucoup les signes. Ok. J'écoute dans ma communication avec Dieu, comme ça direct. On se parlait et puis, écoute, je me rends compte à un moment donné, soit que je suis arrivé au sommet et que je n'ai plus rien à offrir, et donc il fallait que je trouve un autre groupe qui me permette d'avancer. Je caricature cela avec un groupe d'amis à l'intérieur duquel tu es le plus intelligent. De toute façon, tu ne peux pas être plus intelligent que la somme des intelligences de ce groupe-là. Ok. Alors, quand tu atteins ce niveau, comment tu évolues? Puisque c'est toi le plus intelligent. Ouais. Tu es obligé de trouver un groupe où tu seras le moins intelligent. Oui, pour ne pas désapprendre, comme on dit. Exactement, mais avoir l'occasion de croître. Et quand j'atteins un niveau où je sens que j'ai plus rien à offrir, ou plus grand chose à apprendre, il est nécessaire pour moi de changer. Parce que j'aspire toujours à évoluer. Ouais, donc c'est là où peut-être si on essaye de comparer avec les autres, là ils vont plutôt comment on dit le mot, ils vont plutôt être rassurés et s'asseoir sur cette stabilité-là et se dire qu'ils ont quelque chose qu'ils maîtrisent et ils font du surplace. On ne maîtrise pas toujours tout de toute façon. Cependant, ce que moi je conseille, c'est pas de rester dans sa bulle, dans on va dire, sa zone de confort. C'est même très dangereux. Il faut croître, il faut évoluer, il faut changer. J'ai peur. Parce que quand tu changes, que tu vas ailleurs, il y a quand même une année je pense quand même une grosse année où tu dois prouver tellement de choses. Et quand tu es en entreprise pendant un certain nombre d'années, après, tu n'as plus rien à prouver, quoi. Donc, voilà, tu es tranquille. Moi, c'est ce qui me pousse à sortir. Parce que quand j'ai pas de challenge, quand j'ai plus rien à faire, ou quand tout est tellement évident et que ça devient intuitif pour moi, il n'y a plus d'exaltation. Ouais. Ce n'est plus intéressant. Donc, je sors et je vais dans un endroit à risque, où je me mets en jeu. Il y a une chose aussi qu'il faut noter. Quand on a une expérience professionnelle, quand on a une compétence qu'on bonifie par la pratique dans un milieu donné, dans un secteur d'activité, quand vous quittez ce secteur, vous ne laissez pas derrière vous la compétence. Elle vous suit, elle vous appartient. Ça vous appartient. C'est vrai. Ça veut dire que vous pouvez également la valoriser ailleurs. Ce que je veux dire, ce qui t'amène d'un point A à un point B ne va pas forcément te ramener à un point C. Mais la compétence que tu as va t'amener à la moduler, à l'adapter pour passer au point C. D'accord, je vois. Donc, mais soit tu restes dans le point B toute ta vie, et tu vas regretter de n'avoir pas fait... N'avoir pas essayé autre chose. Soit tu passes, tu sors, tu vas au point C, en te disant que ta vie est émaillée de rebondissements, en fait, la vie, quoi. Tu vis. Oui, tu vaux plus que ça, quoi. Tu essayes autre chose. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça, c'est ce qui m'amène à faire beaucoup de choses. C'est vrai que dans ton résumé, il y a beaucoup qui a été dit. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait de l'HTML, développement de site web, j'ai fait de la maintenance informatique, dans le software, le hardware, j'ai fait le câblage réseau, l'hôtellerie, clairement, j'ai fait le marketing, mais ça c'est des compétences, mais c'est aussi des secteurs d'activité différents, parce que quand je suis en assurance, quand je suis dans les matériaux de construction, quand je suis dans le BTP, c'est des secteurs d'activité différents avec leurs impératifs. Donc c'est un nouveau monde, même si c'est le même métier de développement commercial et de marketing. Je fais oui, j'ai déjà dit l'hôtellerie, en fait, tout ce qu'il y a pratiquement comme secteur d'activité, l'industrie, la grande distribution. Il y a une bonne curiosité. Oui,
là, je suis passionné, tu as envie d'apprendre de nouvelles choses, de tester, de voir un peu ce que ça va donner, si tu vas aimer ou pas. En fait, exactement. Tu as besoin d'être indépendant. Nécessairement. Oui. J'aime, pour parler comme on dit en Côte d'Ivoire, j'aime pas être serré de quelqu'un. J'aime pouvoir faire mes choses par moi-même. Oui. Ça, c'est important. Et apprendre, ça, c'est mon kiff. Je veux toujours savoir et comprendre comment. Parce que je me souviens, j'ai fait une série D, une série scientifique. Okay. J'étais arrivé au stade où, pour moi, ma façon d'étudier ne consistait pas à retenir la formule mathématique ou physique de cœur, mais c'est de comprendre comment elle a été élaborée. Comment et pourquoi elle a été élaborée. Ça me permettait, même si je ne me souviens pas de la formule, de revenir sur la formule parce que j'ai compris le principe. Donc moi, j'aime bien aller en profondeur au fond des choses et comprendre et analyser. C'est peut-être ça mon problème. Je suis très souvent le regard évasif parce que je suis en train de réfléchir ou analyser tout et n'importe quoi. Je suis comme ça. On va dire que tu as une longueur d'avance. C'est comme ça que je bon, moi, j'espère que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, tu es dans un grand groupe, hein, comme je disais, où tu es responsable marketing. Est-ce que tu sens que tu es arrivé au bout du chemin? Je suis même très loin. Je suis même très loin. Je viens de passer la première mi-temps. Bon, moi, j'aime dire quand tu dépasses 40 ans, tu as dépassé la première mi-temps, il faut la seconde mi-temps. Je suis peut-être à la première mi-temps de la deuxième mi-temps. Et c'est pour moi le bon moment de parfaire tout ce que j'estime avoir acquis comme compétences et expérience pour par la suite mieux partager. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que je me donne, c'est ce que je fais, c'est ce que je tente de faire, d'être toujours là pour les gens, les outiller, les accompagner. Et c'est vrai que dans les réseaux sociaux, je vois que mes jeunes frères m'appellent le mentor de tous, etc. J'estime que je ne fais pas encore assez. Je vais encore mieux faire. Je vais encore mieux faire. Moi, je pense que tu fais déjà beaucoup. Ça vient. Tu vas essayer de faire mieux. Si. Et donc, pour moi, être responsable marketing et communication de ce groupe, c'est encore pas assez pour moi. Je pense que j'ai beaucoup de choses encore à offrir au groupe. Okay. J'espère juste qu'ils me feront confiance pour aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Et voilà, demain nous dira. Oh, je pense que pour la confiance, je n'en doute pas. Alors, il y a des questions similaires ici que je pose à tous mes invités. Si tu pouvais parler de ton toi du passé, quand il avait 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce jeune-là. Je lui dirais, calme-toi. C'est vrai? Si. Calme-toi et crois en toi. Parce que c'est vrai que j'ai l'air d'être une personne assez sûre d'elle. Posée, calme. Posée et calme. Mais j'ai mes doutes. J'ai mes doutes que je travaille à on va dire quoi, à tuer. J'essaie de me rassurer tous les jours. Et peut-être cette hyperactivité vient du fait que j'ai beaucoup douté de moi, beaucoup plus jeune, si bien que toute chose était une occasion pour moi de me rassurer que je peux y arriver. Pourtant, on n'a pas l'impression que tu as pu douter de toi à un moment donné. On a vraiment l'impression que tu sais toujours où est-ce que tu vas, même quand tu étais plus jeune, hein, quand on regarde le parcours. On n'a pas l'impression que tu étais quelqu'un d'assez hésitant, quelqu'un qui partait un peu dans tous les sens. On a plutôt l'impression que tu es quelqu'un d'assez sûr. Tu sais qui tu es, tu laisses pas les gens t'impressionner et tu as un objectif et tu fonces. C'est vrai, seulement j'estime ne pas prendre suffisamment de risques. Je dois pouvoir prendre plus de risques. Ok. Et si j'avais la confiance et la sérénité que j'ai aujourd'hui, à mes 18 ans, oula. D'accord. Ah ouais. D'accord. D'accord. Alors, quel est le conseil le plus précieux qu'on t'ait donné depuis le début de ta carrière? Quelque chose qui t'a vraiment marqué?
Ce n'est pas un conseil qu'on m'a donné directement, mais c'est un commentaire qui a été dit lorsqu'on voulait implémenter un projet. D'accord. C'était, allons-y, si on échoue, on échoue en beauté. Et si on réussit, on réussit en beauté. Je pense que normalement la personne se reconnaîtra, qu'elle entendra cette phrase. En tout cas, je pense que c'est un bon conseil. Et je pense que c'est ça, il faut toujours poser des actes. Il faut poser un pied devant l'autre. On a deux options, soit on réussit, soit on échoue. Mais on ne doit pas s'interdire d'avancer ou de marcher. Donc soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais au moins, pose des actes, avance. Ok. C'est bien dit. Alors, dans le processus de la réussite, quelle est la part respective de la chance et du travail en pourcentage? C'est la question la plus importante de l'émission. C'est-à-dire, dans le processus de la réussite, est-ce que tu estimes que c'est la chance qui fait la réussite ou tu estimes que c'est le travail? Alors, quand je regarde la saison 1, les gens avaient pour habitude de dire que non, c'est la chance qui fait le succès. Bon. Dans la saison 2, j'ai eu des personnes qui pensaient un peu comme moi. C'est-à-dire que c'est le travail qui fait la réussite. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. 90-10. Ah ouais. 90% de... travail. Ah, super. 10% de chance. Ah là, je suis contente. Alors, pour moi, la chance, ce n'est que des opportunités qui sont à saisir par des personnes qui se sont préparées à saisir ces opportunités. Donc, ce n'est pas fortuit. On ne va jamais demander à un menuisier de devenir... directeur marketing. Je suis désolé, quoi. Il faut s'être préparé en amont pour saisir l'opportunité d'être un directeur marketing. Parce que quand il y a la chance que tu aies eu l'information. Et derrière, pour l'être, il faut travailler. Ouais. Il faut de la discipline, il faut travailler, il faut vouloir s'améliorer tous les jours pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Pour moi, la chance, c'est peut-être le fait qu'on ne me cogne pas sur la route quand je circule, quoi. C'est vrai que je vais faire en sorte de bien circuler pour qu'on ne me cogne pas. Bon, il peut y avoir un citoyen lambda qui te rentre dedans inopinément. Pour moi, ça, c'est de la chance, peut-être. Mais après, dans notre construction, dans ce qui se passe autour de nous, c'est plus de l'attention, de la concentration, c'est du travail. Parce que même capter l'information et l'analyser, la traiter, sortir l'insight pertinent qui te permettent de prendre une décision, ça aussi c'est intellectuel. Oui. C'est pas que de la chance. Oui, c'est pas... Moi, je suis parfaitement d'accord, alignée avec toi. Alors, c'est quoi le truc qui te manque pour être une meilleure version de toi-même, si c'est possible, hein? Pour l'instant, je dirais... Le temps. Plus de risques. Encore? Oui. Ok. Le temps, c'est 24 heures. On ne peut pas l'étendre, on ne peut pas la réduire. On n'a pas le choix. Il faut s'organiser. Et pour moi, c'est de prendre plus de risques, je pense. C'est ce qui m'a manqué quand j'avais 18 ans. C'est ce qui me manque encore. Je prends des risques, mais j'estime que pas assez. D'accord. Je dois ne pas avoir peur du lendemain. Ok. Parce que ça m'arrive effectivement de craindre le lendemain. C'est vrai? Si. Toutes nos décisions ont des conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Cependant, il faut les assumer. Parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que des décisions dont on assume les conséquences. Cela suggère qu'on a maturé et réfléchi sur l'éventualité de la prise de décision et on assume ce qui pourrait arriver. Mais il faut prendre des décisions pour avancer. Avant de lancer le nouveau concept, hein, c'est-à-dire ici on répond assez rapidement, j'aimerais avoir un avis sur ta perception de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont pressés d'entreprendre ou est-ce que tu as l'impression qu'ils le font bien comme il faut? Ton avis, ta perception sur l'entrepreneuriat, parce qu'on est vraiment dans une vague où chacun veut entreprendre. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons conscients que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Il y a de très bons employés qui ont du succès. Exactement. Et il y a de très bons entrepreneurs. C'est ça. Il faut avoir l'entrepreneuriat dans le sang. Il faut avoir du flair. Il faut avoir
la bonne analyse, il faut être réactif. Tout le monde ne l'a pas. Oui. Pour l'apprendre, tant que ce n'est pas dans notre ADN, tant que ce n'est pas dans notre esprit, on ne l'aura pas. Et il faut savoir prendre sa position. Malheureusement, au Burkina, on prône tellement l'entrepreneuriat, on demande à tout le monde de prendre des initiatives entrepreneuriales, mais on sait aussi quelle est la proportion de la mortalité des entreprises qui sont créées aussi fort. C'est aussi énorme. Et on est pressé. On pense qu'il faut investir tout de suite et maintenant, mais c'est malheureusement le contexte actuel. Tout est instantané. Malheureusement, mais il faut prendre le temps de maturer nos projets, nos concepts. Et d'avoir un peu d'expérience avant de vouloir faire des choses. J'aime dire aux gens, va travailler pour quelqu'un. C'est ton cahier d'exercice, c'est ton brouillon. Tu feras toutes tes erreurs là-bas, chez quelqu'un. Tu vas apprendre chez quelqu'un, mais quand tu sors, pour créer ton activité, tu pourras bien faire. Oui, tu as toute l'expérience derrière toi, donc pour mieux faire et créer de la valeur. D'accord. Aujourd'hui, avec ton parcours, si tu dois créer une entreprise, aujourd'hui, Billy Edouard a, je ne sais pas, 100 millions. Tu dois créer une entreprise. Tu crées une entreprise de quoi? En technologie. En technologie. Oui, et nécessairement dans l'accompagnement et le conseil. Toujours. Oui, toujours. Mais je serai dans la technologie aujourd'hui, et l'électrique, l'électronique, à le vent en poupe. J'irai même dans le digital, dans la transformation digitale. Nous tentons à améliorer l'expérience client et à simplifier le processus d'acquisition de n'importe quel produit ou service avec une bonne transformation digitale. Le management et le pilotage d'une entreprise avec une bonne transformation digitale, vous êtes à niveau. Et tout le temps vers l'électrique aujourd'hui. Donc il y a de la marge, il y a du business avec on va dire quoi, les véhicules électriques. Et ainsi de suite. Il y a la technologie, c'est l'économie, c'est le business de demain, l'électricité et la technologie. D'accord. Merci pour les pistes. Alors, on te propose 600 millions pour une vie tranquille au bord de la plage. Tu dis oui ou tu dis non? Alors, désolé, mais je vais refuser. Je ne sais pas de rien faire. Je ne sais pas d'être inactif. J'ai toujours besoin de bouger et d'être fier d'avoir mérité un pactole, quoi. D'accord. C'est beau, hein, c'est bien, 600 millions. Tu sais, l'argent, c'est beau les 2-3 premiers mois. Après, tu t'habitues à la même somme et tu verras que... tu en veux plus? Oui, tu en veux plus. C'est vrai? Oui, si. Moi, je suis passé par tous les revenus. Je sais qu'à mes premiers moments, mon total de revenus bruts à la maison, c'était pas plus de 40 000. Sérieux? Si. Si, et dans les 40 000, il y avait la participation de mon épouse, donc c'était à 2. D'accord. Et je suis passé à écouter un total de revenus bruts assez intéressant. On va dire ça comme ça. Au début, oui, on est content, on jubile, mais quelques temps après, on s'y habitue, on estime que c'est rien du tout. Et en vrai, c'est rien du tout. La notion de pouvoir d'achat ou de valeur de notre patrimoine est éphémère. Voilà pourquoi je n'associe pas le succès, l'épanouissement personnel au matériel. C'est plus intrinsèque, c'est plus spirituel, je crois. D'accord. Alors Billy, quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? C'est la fourberie, le double jeu. Alors, moi, je suis une personne assez transparente. Du coup, j'ai toujours besoin de savoir avec qui je traite. Parce que quand j'y vais, quoi. Franco, je ne sais pas me retenir. Quand je suis en interaction avec des personnes qui sont plusieurs, je ne m'en sors pas. Je l'ai dit tantôt, quand c'est désordonné, je me perds. Moi, j'aime savoir que voilà, je peux compter sur toi, que je peux lean on you, comme on dit ça en français, m'adosser à toi et sans craindre quoi que ce soit. Et donc, les doubles jeux, la fourberie, c'est vrai que c'est le mode de vie actuel, hein, mais bon, j'aime pas, je gère pas. Voilà pourquoi je fais attention à ceux avec qui je suis en interaction. Ce que je vais appeler amis, camarades, etc. Je fais beaucoup attention. Tu as beaucoup d'amis? Si. Non. Non. Moi, pareil. Ouais. Quelle est ta plus grosse peur? Alors,
Peut-être des peurs. Mais la première, c'est vraiment de ne pas pouvoir répondre à une attente pour laquelle je me suis engagé. Quand je dis oui, c'est oui, quoi. Et il me faut vraiment pouvoir assurer ce oui. Ça, ça me met hors de moi quand je n'arrive pas à répondre qualitativement à ce pourquoi j'ai été sollicité. Et l'autre peur, c'est vraiment de ne rien faire. De désapprendre, on va dire ça comme ça. De désapprendre. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce qu'on peut dire que Billy Edouard est fier de lui? Oui. Merci. Je pense que j'ai fait le boulot. Ouais. Si. Ouais. Il y en a encore à faire, mais je pense qu'à ce stade, oui, quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci à Billy Edouard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de s'être livré sans filtre avec une envie profonde de partager son expérience et son parcours. On lui souhaite de poursuivre ses rêves, d'aller encore plus loin et de devenir une véritable référence au Burkina Faso et même à l'international. Sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir d'autres success stories et surtout n'oubliez pas, la chance aide parfois à atteindre ses objectifs mais le travail aide toujours.